c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, chaleur caniculaire ce matin encore sur une bonne partie de l'Hexagone. On est à la mi-juillet 2022 et je m'apprête à te lire la deuxième partie de The Bullish Case for Bitcoin, un scénario optimiste pour Bitcoin, ce superbe article de Vijay Boyapati. Et donc, comme je disais, ça chauffe et ça se tend décidément un peu partout sur Terre. Même sans parler de la crise ukrainienne, on voit se multiplier des manifestations de colère, des mouvements de contestation, de résistance, et des institutions à la peine pour faire valoir leur légitimité et faire respecter leur autorité. Alors, les exemples sont nombreux. Il y a cette énorme démonstration de force des paysans néerlandais qui bloquent les axes autoroutiers, les points logistiques. Il y a eu cet assaut en direct du palais présidentiel et de la banque centrale par le peuple sri-lankais, privé de carburant, accablé par une inflation de 50% seulement sur le mois de juin. Et puis, il y a ces grosses tensions aussi en Chine, où maintenant 4 banques privent leur clientèle de toute capacité de retrait depuis plusieurs semaines. Et puis là, les interdictions de transport et toutes les autres mesures de contrôle prises à l'encontre de ces milliers de déposants en colère ne suffisent plus à les faire taire. Ils sont dans la rue, désespérés, menacés physiquement par les forces de l'ordre. Voilà, donc c'est fait pour le moins inquiétant, mais il y en a toute une liste, on pourrait continuer, mais voilà, ce que ça m'inspire, moi, c'est qu'on est vraiment dans une période assez tendue qui nous intime vraiment d'envisager, alors peut-être pas le scénario du pire, mais en tout cas une très probable dégradation importante de la conjoncture socio-économique en France dans les mois à venir. On peut pas non plus exclure que dans de telles circonstances, nos gouvernements prennent des initiatives quelque peu répressives à l'encontre du peuple sur le plan financier. Et clairement, on aura le droit à toutes sortes de justifications venant rationaliser cette violence. Mais dans ce type de contexte, plus que jamais, c'est une excellente idée que de mettre à jour nos connaissances sur la monnaie, sur ce qui fait sa valeur, soit en tant que réserve de valeur ou moyen d'échange efficace, soit comme étalon de mesure fiable. Et donc, c'est précisément le propos de Vijay Boyapati dans l'article que nous parcourons ensemble. La première partie nous a donné un bref aperçu de ce qu'est Bitcoin, nous présentant cette invention comme une avancée technologique majeure dans le domaine des biens dits monétaires. On a aussi découvert les processus par lesquels ces biens monétaires émergent, d'abord comme objets collectionnables, et finissent par s'imposer, la mise en concurrence conduisant à la sélection des meilleures alternatives. Et là, on s'en était arrêté à l'évocation de cette faste période du 19e siècle qui a vu la plupart des sociétés du monde converger autour d'une seule réserve de valeur commune, l'or. Donc voilà là où nous en sommes rendus dans l'article, dont je vais maintenant poursuivre la lecture. Les attributs d'une bonne réserve de valeur. Quand les réserves de valeur rentrent en concurrence, ce sont des attributs bien spécifiques qui font qu'une nouvelle réserve de valeur pourra venir rivaliser avec une autre et accroître la demande au fil du temps. Si de nombreux biens ont été utilisés comme des réserves de valeur ou proto-monnaies,
certaines caractéristiques particulièrement recherchées ont émergé, permettant aux biens les respectant de surpasser leurs concurrents. Une réserve de valeur idéale devrait être durable. Le bien monétaire ne doit pas être périssable ou facilement détruit. Ainsi, par exemple, le blé ne constitue pas une réserve de valeur idéale. Portable. Le bien monétaire doit être facile à transporter et à stocker, ce qui permet de le protéger contre la perte ou le vol et de faciliter les échanges sur de longues distances. Une vache est donc de ce point de vue moins idéal qu'un bracelet en or. Fongible. Un spécimen du bien monétaire doit être interchangeable avec un autre de quantité égale. Sans fongibilité, le problème de la coïncidence des besoins reste non résolu. Ainsi, l'or est préférable au diamant dont la forme et la qualité sont irrégulières. Vérifiable. Le bien monétaire doit pouvoir être identifié facilement et rapidement, de même pour la vérification de son authenticité. Une vérification facile accroît la confiance que lui accorde son destinataire dans le cadre d'un commerce et augmente ainsi la probabilité qu'un échange se réalise. Divisible. Le bien monétaire doit être facile à subdiviser. Si cet attribut était moins important dans les sociétés primitives où les échanges étaient peu fréquents, il est devenu plus important à mesure que le commerce se développait et que les quantités échangées devenaient plus petites et plus précises. Rareté. Comme l'explique Nick Szabo, un bien monétaire doit avoir une cherté infalsifiable. En d'autres termes, le bien ne doit pas être abondant, facile à obtenir ou à produire en quantité. La rareté est peut-être l'attribut le plus important d'une réserve de valeur, car elle exploite le désir inné de l'homme de collectionner ce qui est rare. Elle est la source de la valeur initiale de la réserve de valeur. Un historique établi. Un bien monétaire aura d'autant plus de chances de conserver son statut de réserve de valeur aux yeux d'une société que cette dernière l'a déjà reconnu comme telle depuis longtemps. Une réserve de valeur établie de longue date sera difficile à supplanter par un nouveau challenger, sauf par la force de la conquête, ou si le nouvel arrivant est doté d'un avantage significatif parmi les attributs ici énumérés. Résistance à la censure. La résistance à la censure est un nouvel attribut dont l'importance est croissante dans notre société moderne et numérique où la surveillance est omniprésente. En d'autres termes, il s'agit de savoir dans quelle mesure il est difficile pour une partie externe, telle qu'une société ou un État, d'empêcher le propriétaire du bien monétaire de le conserver et de l'utiliser. Les biens qui résistent à la censure sont idéaux pour les personnes vivant sous le joug de régimes cherchant à imposer des contrôles de capitaux ou d'interdire diverses formes de commerce pacifique. Le tableau ci-dessous classe Bitcoin, l'or et la monnaie fiduciaire, monnaie fiat comme l'euro ou le dollar, en fonction des attributs énumérés ci-dessus. Il est suivi d'une explication pour chacune des notes attribuées. Alors on a donc là un tableau qui dresse une comparaison entre Bitcoin, l'or et les monnaies fiat sur la base des attributs ou caractéristiques qui viennent d'être énoncés. Donc on a un système de notation de A+ à F et des indicateurs colorés correspondant de vert à rouge. Et ce qui saute aux yeux immédiatement, c'est que Bitcoin surperforme l'or et les monnaies fiat sur à peu près tout le tableau. Alors, du fait de sa jeunesse, il se retrouve bon dernier sur le plan de l'historique établi, où bien sûr, l'or l'emporte sans aucune difficulté, l'or qui a su préserver au fil des millénaires son statut de réserve de valeur. L'or, on peut le noter aussi, domine Bitcoin aussi en termes de durabilité et de fongibilité, et des explications sur ce point nous sont données dans les paragraphes suivants. Je reprends le texte. Durabilité. L'or est le roi incontesté de la durabilité. La grande majorité de l'or qui a jamais été extrait ou frappé, y compris l'or des pharaons, existe encore aujourd'hui et sera probablement encore disponible dans 1000 ans.
Les pièces d'or qui étaient utilisées comme monnaie dans l'Antiquité conservent une valeur significative aujourd'hui. Les monnaies fiduciaires et Bitcoin sont fondamentalement des enregistrements numériques qui peuvent prendre une forme physique, matérielle. C'est le cas des billets de banque. Ce n'est donc pas la durabilité de leur manifestation physique qu'il faut considérer, puisqu'un billet de banque en lambeaux peut être échangé contre un nouveau, mais la durabilité, la longévité de l'institution qui les émet. Dans le cas des monnaies fiduciaires, de nombreux gouvernements se sont succédés au cours des siècles et leurs monnaies ont disparu avec eux. Les Papiermarkt, Rentenmark et Reichsmark de la République de Weimar n'ont plus de valeur parce que l'institution qui les a émis n'existe plus. Si l'histoire pouvait nous servir de guide, il serait insensé de considérer les monnaies fiduciaires comme durables sur le long terme. Le dollar américain et la livre sterling constituent à ce titre presque des anomalies. Les bitcoins, ne dépendant pas d'une autorité centralisée émettrice, peuvent être considérés comme durables tant que le réseau qui les sécurise reste en place. Étant donné que Bitcoin n'en est encore qu'à ses débuts, il serait prématuré de tirer des conclusions solides quant à sa durabilité. Toutefois, des signes encourageants montrent que malgré des tentatives de plus en plus nombreuses de régulation du Bitcoin par des États-nations, et en dépit d'années d'attaques incessantes par des pirates informatiques, le réseau a continué de fonctionner, affichant un degré remarquable d'antifragilité. Portabilité. Les bitcoins sont la réserve de valeur la plus portable jamais utilisée par l'homme. Des clés privées, associées à des centaines de millions de dollars, peuvent être stockées sur une minuscule clé USB et transportées facilement partout. En outre, des sommes de même valeur peuvent être transmises presque instantanément entre des personnes d'un bout à l'autre de la Terre. Les monnaies fiduciaires, fondamentalement numériques, sont également très portables. Toutefois, en raison des réglementations gouvernementales et des contrôles des capitaux, les transferts de valeur importants prennent généralement plusieurs jours quand ils sont possibles. L'argent liquide peut être utilisé pour éviter les contrôles de capitaux, mais le risque associé à son stockage et le coût de transport deviennent alors importants. L'or, de par sa forme physique et son incroyable densité, est de loin la valeur la moins transportable. Il n'est pas étonnant que la majorité des lingots ne soient jamais transportés. Lorsque ces derniers sont transférés entre un acheteur et un vendeur, ce n'est généralement que le titre de propriété de l'or qui est transféré et non le lingot physique lui-même. Transmettre de l'or physique sur de grandes distances est coûteux, risqué et prend du temps. Fongibilité. L'or est la norme en matière de fongibilité. Une fois fondue, une once d'or est tout bonnement impossible à distinguer d'une autre once, et l'or s'est toujours échangé de cette manière sur le marché. Les monnaies fiduciaires, en revanche, ne sont fongibles que dans la mesure où les institutions émettrices le permettent. Si les commerçants qui acceptent les billets de banque ne font généralement aucune distinction entre ces billets, il existe des cas où les grosses coupures ont été traitées différemment des petites. Par exemple, le gouvernement indien, dans une tentative d'éradiquer le marché gris non taxé du pays, a complètement démonétisé ses billets de 500 et 1000 roupies. En raison de cette démonétisation, les billets de 500 et 1000 roupies se sont échangés à un prix inférieur à leur valeur nominale, ce qui fait qu'ils n'étaient plus vraiment fongibles avec leurs homologues de plus petite valeur. Les bitcoins sont fongibles au niveau du réseau, ce qui signifie que chaque bitcoin, lorsqu'il est transmis, est traité de la même manière sur le réseau Bitcoin. Cependant, comme les bitcoins sont traçables sur la blockchain, un bitcoin donné peut être entaché par son utilisation dans le commerce illicite, et les commerçants ou les échanges peuvent être contraints de ne pas accepter ces bitcoins entachés. Pour cette raison, sans amélioration de la confidentialité et de l'anonymat du protocole réseau Bitcoin, les bitcoins ne peuvent pas être considérés comme aussi fongibles que l'or.
Vérifiabilité. Dans la plupart des cas, l'authenticité des monnaies fiduciaires et de l'or est assez facile à vérifier. Toutefois, même si les billets de banque sont dotés de caractéristiques visant à empêcher la contrefaçon, les États et leurs citoyens risquent toujours d'être trompés par de faux billets. L'or n'est pas non plus à l'abri de la contrefaçon. Des criminels sophistiqués ont utilisé du tungstène plaqué or pour tromper les investisseurs en or, les conduisant à payer pour du faux or. Les bitcoins, en revanche, peuvent être vérifiés avec une certitude mathématique. Grâce à des signatures cryptographiques, le propriétaire d'un bitcoin peut prouver publiquement qu'il possède les bitcoins qu'il prétend bien détenir. Visibilité. Les bitcoins sont divisibles jusqu'au 100 millionième de bitcoin et permettent ainsi le transfert de sommes infinitésimales. Notons cependant que les frais du réseau de la blockchain peuvent rendre peu économique la transmission de telles sommes minuscules. Les monnaies fiduciaires sont typiquement divisibles en espèces, l'argent de poche, dont le pouvoir d'achat est faible, ce qui les rend suffisamment divisibles dans la pratique. L'or, bien que physiquement divisible, devient difficile à utiliser lorsqu'il est divisé en quantités suffisamment petites pour qu'il puisse être utile pour les échanges quotidiens de faible valeur. Rareté. L'attribut qui distingue le plus fondamentalement Bitcoin des monnaies fiduciaires et de l'or est sa rareté prédéterminée. Par design, un maximum de 21 millions de bitcoins seront créés. Cela confère aux propriétaires de bitcoin un pourcentage connu de l'offre totale possible. Par exemple, tout propriétaire de 10 bitcoins saurait qu'au maximum 2,1 millions de personnes sur Terre, soit moins de 0,03% de la population mondiale, pourraient posséder autant de bitcoins que lui. L'or, bien qu'il soit resté assez rare au cours de l'histoire, n'est pas à l'abri d'une augmentation de son offre. Si une nouvelle méthode d'extraction ou d'acquisition de l'or devenait économique, l'offre d'or pourrait augmenter de façon spectaculaire. On pense par exemple au scénario de l'exploitation des fonds marins ou des astéroïdes. Enfin, les monnaies fiduciaires, bien qu'une invention relativement récente dans l'histoire, ont prouvé qu'elles étaient sujettes à une augmentation constante de leur offre. Les États-nations ont montré une tendance persistante à gonfler leur masse monétaire pour résoudre des problèmes politiques à court terme. Les tendances inflationnistes des gouvernements du monde entier font courir aux propriétaires d'une monnaie fiduciaire le risque de voir ces économies perdre de la valeur au fil du temps. Un historique bien établi. Aucun bien monétaire ne peut se targuer d'une histoire aussi longue et mouvementée que celle de l'or, dont on a toujours reconnu la valeur depuis que les civilisations humaines existent. Les pièces de monnaie frappées à l'époque lointaine de l'Antiquité conservent une valeur significative aujourd'hui. On ne peut pas en dire autant des monnaies fiduciaires qui sont une anomalie relativement récente de l'histoire. Dès leur création, les monnaies fiduciaires ont eu une tendance quasi universelle à perdre toute leur valeur. L'utilisation de l'inflation comme moyen insidieux de taxer invisiblement les citoyens a été une tentation à laquelle peu d'États dans l'histoire ont été capables de résister. Si le XXe siècle, au cours duquel les monnaies fiduciaires ont fini par dominer l'ordre monétaire mondial, a établi un fait économique, c'est bien qu'on ne peut pas faire confiance à la monnaie fiduciaire pour préserver sa valeur à long ou même à moyen terme. Bitcoin, en dépit de sa courte existence, a déjà traversé suffisamment d'épreuves sur le marché pour qu'il y ait de fortes chances qu'il ne disparaisse pas de sitôt comme actif précieux. En outre, l'effet Lindy prédit que plus longtemps Bitcoin persiste, plus la société est convaincue qu'il continuera d'exister à l'avenir. En d'autres termes, la confiance que la société accorde à un nouveau bien monétaire est asymptotique par nature, comme l'illustre le graphique ci-dessous. Alors là, on a un autre graphique très simple qui décrit à quel point une société accorde sa confiance à un bien monétaire en fonction de la durée de l'existence de ce dernier.
Donc, la confiance est mesurée sur l'axe des ordonnées et le temps sur l'axe des abscisses. La courbe, elle naît bien sûr à l'intersection de ces deux axes et elle augmente de façon assez linéaire dans un premier temps pour tendre progressivement de façon asymptotique vers un maximum. L'or et le Bitcoin sont positionnés sur cette courbe. On trouve l'or en fin de courbe, très à droite. C'est le reflet de sa longévité, de son historique bien établi, qui lui valent un niveau de confiance très élevé, proche de son maximum. Alors que Bitcoin est encore très jeune, et on le trouve donc tout au début de la courbe, là où elle augmente très rapidement, c'est-à-dire que pour chaque année de vie supplémentaire, on observe un gain de confiance significatif. Si Bitcoin existe pendant 20 ans, la confiance dans le fait qu'il sera disponible pour toujours sera quasi universelle, tout comme les gens croient aujourd'hui qu'Internet est désormais une caractéristique permanente du monde moderne. Résistance à la censure. L'une des principales sources de la demande initiale en Bitcoin provenait de leur utilisation dans le commerce illicite de stupéfiants. Par la suite, nombreux sont ceux qui ont supposé à tort que la demande en Bitcoin était principalement due à l'anonymat qu'il permettait. Bitcoin, cependant, est loin d'être une monnaie anonyme. Chaque transaction transmise sur le réseau Bitcoin est enregistrée à jamais sur une blockchain publique. L'historique des transactions permet une analyse détaillée a posteriori, permettant d'identifier la source d'un flux de fonds. C'est d'ailleurs une telle analyse qui a permis d'appréhender l'auteur du tristement célèbre hold-up de Mt. Gox. S'il est vrai qu'une personne suffisamment prudente et diligente peut dissimuler son identité lorsqu'elle utilise des bitcoins, ce n'est pas la raison pour laquelle les bitcoins étaient si populaires pour le commerce des drogues. L'attribut clé qui rend Bitcoin précieux pour les activités interdites est qu'il est sans permission, libre d'accès au niveau du réseau. Lorsque des bitcoins sont transmis sur le réseau Bitcoin, il n'y a aucune intervention humaine pour décider si la transaction doit être autorisée. En tant que réseau distribué d'échanges de pair à pair, Bitcoin est, par design, conçu pour résister à la censure. Cela contraste fortement avec le système bancaire fiduciaire, où les États réglementent les banques et les autres agents gardiens de la transmission de l'argent, afin de signaler et d'empêcher les utilisations illégales des biens monétaires. Un exemple classique de transmission monétaire réglementée est le contrôle des capitaux. Un riche millionnaire, par exemple, peut avoir beaucoup de mal à transférer sa fortune vers un nouveau domicile s'il souhaite fuir un régime oppressif. Quant à l'or, bien qu'il ne soit pas émis par les États, sa nature physique, matérielle, le rend difficile à transmettre à distance, ce qui en fait un bien beaucoup plus susceptible d'être réglementé par les États que Bitcoin. La loi indienne sur le contrôle de l'or est un exemple de cette réglementation. Bitcoin excelle dans la majorité des caractéristiques énumérées ci-dessus, ce qui lui permet de concurrencer à la marge les biens monétaires modernes et anciens, offrant une forte incitation à son adoption croissante. En particulier, la combinaison puissante de sa résistance à la censure et de sa rareté absolue a constitué une motivation puissante, encourageant les investisseurs fortunés à allouer une partie de leur fortune à cette classe d'actifs naissante. Voilà. Je vous propose de marquer une pause ici, de prendre le temps d'une réflexion sur le cadre d'analyse que nous expose ici Boyapati, qui nous permet d'examiner les propriétés et en fin de compte la valeur des biens monétaires. Ça me semble souhaitable parce qu'en fait, pour bon nombre d'entre nous, cette grille d'analyse, elle est assez nouvelle, même s'il est vrai, elle recouvre des termes et des réalités qui nous sont assez familiers. En fait, cette grille, elle constitue souvent une sorte de référentiel, ou en tout cas un point de repère clé dans la construction mentale que l'on se fait progressivement de Bitcoin, partant donc de sa valeur en relation avec les autres biens monétaires qu'il concurrence et mettant en lumière les caractéristiques qu'il distingue et qui lui promettent sans doute un bel avenir. Donc,
Boyapati établit un bilan comparatif entre l'or, le bitcoin et les monnaies fiat sur la base d'un éventail d'attributs, toute une série de propriétés qui comprend la durabilité, la portabilité, la fongibilité, la vérifiabilité, la divisibilité, la rareté, l'existence d'un historique établi, et puis la résistance à la censure. Alors, peut-être à l'exception de la fongibilité, une notion un peu abstraite qu'on n'emploie pas forcément tous les jours, les autres attributs nous sont plutôt familiers, on comprend à quoi ils renvoient. Mais pour la plupart d'entre nous, on n'a pas encore vraiment pris l'habitude de penser en ces termes de manière assez systématique. On les comprend, on peut y associer des exemples qui concernent la monnaie, mais c'est pas forcément des concepts que nous avons beaucoup manipulés. Alors, la supériorité, la vulnérabilité, les avancées en cours de Bitcoin sur ces différents plans, il en est en fait souvent question dans tous les travaux, que ce soit des articles, des vidéos, des podcasts, etc. autour de Bitcoin. Et donc progressivement, on en vient à mieux maîtriser la signification et la portée de chacun de ces termes. On s'approprie peu à peu le cadre d'analyse. Ce que je peux te recommander, bien sûr, c'est de lire l'article, de prendre le temps au besoin de lire et relire ce passage, d'écouter ce podcast aussi, afin d'ancrer dans ton esprit ces notions de base. Je te laisse à cet effet des liens dans la description du podcast. Alors là, on pourrait maintenant reprendre chacun de ces attributs, puis les commenter l'un après l'autre, mais ça serait sans doute un petit peu redondant et donc je préfère juste m'en tenir à quelques points, partager un peu dans le désordre. Il y a d'abord cette notion de durabilité qui dans le cas de Bitcoin comme des monnaies fiat est étroitement liée à la longévité des institutions qui leur sont associées. Dans le cas de Bitcoin, on sait qu'il n'y a aucune institution, aucune autorité en charge du protocole et que c'est donc de la longévité du réseau qui sera question. Et là, Boyapati fait allusion au caractère antifragile de Bitcoin. L'antifragilité, c'est un terme assez récent, tout à fait approprié pour décrire la résilience de Bitcoin, et même plus que la résilience, l'antifragilité désigne la capacité d'un système vivant ou artificiel à se renforcer au fil des attaques qu'il subit. Un peu à l'image d'un super-héros invulnérable qui capterait toute l'énergie des coups portés par ses ennemis. Et c'est exactement l'analogie que développe Michael Saylor, le CEO de MicroStrategy, un bitcoiner complètement hors norme, dans l'une de ses conversations avec Robert Breedlove sur le podcast What is Money? Je vous en laisse le lien dans le descriptif. Bon, donc c'est à Nassim Nicolas Taleb, ex-trader, statisticien et écrivain, auteur d'Antifragile et du Signe Noir, entre autres ouvrages, que nous devons la vulgarisation de ce terme antifragile. C'est une propriété du vivant et qui sied à merveille à Bitcoin, comme je disais. Bitcoin qui, en effet, sécurisant des centaines de milliards de dollars et chaque jour qui passe, la cible d'attaque en tout genre des plus grands hackers du monde. Bitcoin qui, challengeant ouvertement et de façon de plus en plus crédible les monopoles d'État sur la monnaie, continue d'endurer les assauts des gouvernements sur les plans réglementaires, fiscal, administratifs, et menant la vie dure aux échanges, décourageant les investisseurs, bannissant le minage et interdisant la détention de Bitcoin. Toutefois, on note que Bitcoin a comme passé un cap. Les mesures les plus draconiennes des États à son encontre ne semblent plus guère menacer sa survie. On a pu se rendre compte à l'occasion de l'interdiction du minage de Bitcoin par la Chine à quel point cette qualité antifragile du système est bien réelle. Le minage, alors excessivement concentré en Chine, s'est redéployé dans le monde. La décentralisation accrue des mineurs qui s'en est suivie a augmenté la puissance défensive du réseau. Les bitcoiners eux-mêmes sont constamment à l'affût de nouveaux vecteurs et surfaces d'attaque, prenant les devants pour anticiper ces risques. Deux mots aussi sur la fongibilité des bitcoins. On comprend à la lecture de cet essai que les bitcoins ne sont pas aussi fongibles que l'or.
du fait des traces que certains bitcoins peuvent porter et qui témoignent de leur utilisation dans des transactions illégales. À ce sujet, on peut noter le développement d'outils de type CoinJoin qui permettent d'effacer ces tâches et d'accroître l'anonymat des transactions. Cela nous amène aussi à la rectification d'un gros malentendu selon lequel le Bitcoin serait l'outil privilégié des criminels. On comprend à travers cet article qu'il n'en est rien, que la transparence de la blockchain et l'anonymat tout relatif des participants au réseau peuvent compromettre très facilement des agents criminels. En outre, des données de Chain Analysis et de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ont révélé que les monnaies fiat sont utilisées 800 fois plus que le Bitcoin pour le blanchiment d'argent sale sur le Darknet. Des résultats qui ne prennent même pas en compte les estimations de blanchiment sur les marchés conventionnels. Europol avait déjà précisé d'ailleurs, dès 2015, dans un rapport intitulé « Why is Cash Still King ?», que les criminels préféraient en grande majorité transacter avec de l'argent traditionnel et que le Bitcoin et les crypto-monnaies n'étaient, pour les raisons évoquées, plus haut, guère populaires parmi eux. Un petit correctif concernant la divisibilité du Bitcoin. Eh bien, Bitcoin permet désormais des micro-paiements très faciles, extrêmement économiques sur Lightning. Lightning qui est une application de deuxième couche adossée à la blockchain Bitcoin. Lightning permet donc des transactions quasi instantanées et vient résoudre le problème de scalabilité que rencontrait Bitcoin jusqu'en 2018. Avec Lightning, vous pouvez streamer des sats, soit des 100 millionièmes de Bitcoin, et sur certaines plateformes de podcast comme Breeze, Fountain, Sphinx Chat par exemple, vous pouvez écouter cet épisode et décider de m'envoyer 5 sats par seconde, soit à peu près 0,1 centime d'euro par seconde, grosso modo 1,50 € par épisode. Et puis vous pouvez décider à tout moment, pour m'exprimer toute votre joie, toute votre gratitude, vous pouvez décider de m'envoyer des boosts de 10, 15, 50, 200 sats, ce que vous voulez en fait, et puis à l'instant même où vous le voulez. Et c'est complètement énorme puisque ça ouvre la porte à tout un tas d'applications qui n'ont pas pu voir le jour jusqu'à présent à cause du montant prohibitif des frais de transaction associés à tel micro-paiement. Enfin, pour terminer, et je crains que ce ne soit pas sur la note la plus joyeuse, eh bien, on a cette question de la résistance à la censure. Et il n'y a pas encore si longtemps, on aurait pu estimer que cet attribut du Bitcoin présentait certes un intérêt, mais pas chez nous, plutôt un truc utile dans les contrées lointaines, soumises à des pouvoirs autoritaires, oppressifs, qui étouffent leurs citoyens par le biais de contrôles de capitaux massifs et autres privations de liberté. Et ben là, mine de rien, il y a pas mal d'eau qui a coulé sous nos ponts, et tous ceux qui ont été témoins en février 2022 de l'épisode de répression par le gouvernement canadien du mouvement des truckers, eh ben, on a eu l'impression de franchir un seuil décisif et on a commencé à se poser tout un tas de questions. Quel que soit mon avis, quel que soit ton avis sur la légitimité des motivations de ces truckers, ce qui compte, c'est qu'un gouvernement de tradition on ne peut plus démocratique en est venu à confisquer les cagnottes de ces manifestants, à bloquer les comptes en banque de leur soutien et à traquer l'adresse postale de ces derniers. Aux États-Unis, quelques mois auparavant, Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, elle ne cachait pas ses velléités de voir s'accroître le flicage de toutes les transactions bancaires de plus de $600 par le service des impôts. Donc des trucs comme ça, dans la foulée, et de surcroît dans des pays réputés parmi les plus libres du monde, ça nous pousse, bon gré mal gré, à réévaluer l'intérêt, somme toute, quelque peu marginal que nous accordions en France à cette propriété de résistance à la censure de Bitcoin. Et c'est là où je conclus l'analyse de Croesus
un bitcoiner dans son essai « Pourquoi l'élite Youpi méprise le bitcoin », cette analyse, elle prend tout son sens. D'après Croesus, c'est notre degré de confiance ou de méfiance envers l'État, plus que nos capacités cognitives, qui détermine notre propension à s'intéresser au bitcoin. Même si l'on perçoit toute l'utilité d'un État assurant la bonne exécution des fonctions régaliennes, on doit pouvoir reconnaître ses dérives, tant dans l'inflation constante des missions qu'il s'octroie et des moyens disproportionnés qu'il y alloue, que de l'inefficacité de son action. On doit pouvoir s'autoriser à reconnaître l'intégrité et les compétences d'une partie de son personnel et en même temps de mesurer son dysfonctionnement chronique, l'ampleur de la débâcle. On en arrivera tôt ou tard à accepter la possibilité que, poussé dans ses derniers retranchements, il s'engage dans des initiatives liberticides pour préserver coûte que coûte son pouvoir. Pas besoin d'être anarchiste pour constater par une simple expression de bon sens et de réalisme qu'en cette fin de grand cycle économique, les libertés que nous tenions pour acquises, droit de propriété, liberté d'expression, sont de plus en plus menacées. Voilà, on termine là-dessus pour cet épisode. Encore une fois, je te conseille vivement de t'approprier ce cadre d'analyse des biens monétaires, de te familiariser avec toutes ces propriétés. Tu peux le faire en réécoutant le podcast, en lisant l'édition actualisée et augmentée de cet article sur le site de Boyapati, et puis, bien sûr, en consultant toutes les ressources qui sont mises à ta disposition sur le site btctouchpoint.com. Écoute, j'espère que tu as passé un bon moment, que tu t'enrichis de la lecture de cet article. Les 2 premières parties ont maintenant jeté les bases. Ne manque pas la suite, sincèrement, c'est là que ça devient vraiment passionnant. À très bientôt donc, salut!